Allez, salut à tous et bienvenue pour cette seconde partie voilà, de cette vidéo consacrée à la Super Nintendo et puis les jeux que j'ai pu avoir durant ces années. Je vous disais dans la première partie de la vidéo, j'ai pas forcément fait un achat au niveau des jeux dans l'ordre, c'est-à-dire que on a eu par exemple fin 93 pas mal de titres que j'ai pu rattraper avec le temps. Il y a un titre particulier voilà, que je tiens. Une version qui arrive sur Super Famicom en import, du côté de Jussieu et de République. Ça arrive pas forcément tout de suite dans des boutiques de grandes enseignes comme Score Games et autres. Et ce Final Fight 2, c'est un pote qui me le ramène pour chez lui, bien sûr. Et ce jeu-là, en effet, quand on y joue, on le termine en une après-midi. On joue à deux, parce que le premier Final Fight sur Super Famicom, que mon pote avait peut-être gardé quelques temps, il n'avait pas trop apprécié, il l'avait gardé comme monnaie d'échange, et il me dit tiens je te ramène, regarde, Final Fight 2, et le jeu qu'il ramène, il me dit je l'ai payé 249 francs chez Stock Games à Jussieu. Je dis c'est pas possible, tu l'as payé 249, c'est un jeu d'occasion, il est pas neuf, c'est pas possible. Et en effet, on nous a confirmé l'anecdote des années plus tard, 31 ans plus tard, comme quoi le jeu était bien vendu à ce prix-là avec le gérant de la franchise Stock Games. Et donc on était très étonnés par rapport au prix. On pensait que c'était un faux, on n'avait aucun moyen de l'ouvrir à l'époque. On pensait déjà aux faux et aux reproductions. Attention, 93, c'est une année où des gens par exemple vont en vacances à l'île Maurice, en Thaïlande, en Inde, et ils ramènent parfois des copies de certains titres avec une cartouche, avec une étiquette qui est complètement différente de l'original, mais voilà, on suppose que ça peut être également reproduit à l'identique. Du côté de la NES, du côté de la Game Boy, ça se faisait. Super Famicom, on en avait entendu parler, on n'avait pas forcément vu. Mais voilà, ça circulait déjà ces histoires de faux. Bref, cela dit, voilà, je reviens au jeu. En effet, le jeu, il est excellent. Cela dit, il est un peu trop facile, ça faut dire la vérité. Il est vraiment destiné à un public qui aime voilà, les jeux style Street of Rage, Beat'em All et autres, Double Dragon. Le jeu est extrêmement bien réalisé. On a un gameplay qui est vraiment très très sympa, copié sur Street of Rage 2 avec, vous savez, tout ce qui est prise et pas coup spécial, mais vous avez des coups qui donnent plus d'impact à l'ennemi, donc vous perdez un peu plus d'énergie. Cela dit, franchement, on prend plaisir à jouer, les sprites sont énormes, je trouve, pour la Super Famicom. Ça se rapproche un peu plus de ce qu'on avait en arcade. Personnellement, une fois après avoir terminé le jeu en une journée avec mon pote, on se dit que oui, le jeu est vraiment bien, mais bon, on reste sur notre faim. Heureusement qu'on n'a pas payé forcément très cher. Maintenant, attention, durant ce début d'été 93, quand on l'a, on le termine. Moi de mon côté, je l'achète pas. Mon pote l'achète en effet en neuf, mais au bout de 2 semaines, il le réutilise comme monnaie d'échange pour avoir un jeu encore plus cher, parce qu'au final, son jeu lui a coûté très très peu cher, sachant que sur République, le jeu coûtait 590 francs ou 549 francs. Et lui, il avait mis que 249, donc il a pu se procurer un jeu
plus cher de l'autre côté. Sincèrement, je sais pas ce qu'il avait pris, mais c'était une personne qui adorait les RPG japonais, et je pense qu'il était capable un jour d'échanger un bon jeu de combat contre un Secret of Mana en japonais. Je pense qu'il en a été capable et je pense qu'il l'a fait. Cela dit, voilà, après, fans de DBZ comme ces gens étaient, ils ont réutilisé souvent ce genre de jeu pour prendre au final un jeu qui les intéressait vraiment. Durant ce mois de juin 93, on est quand même avec des très très bons titres, et vous allez voir que par la suite il y a des titres que peut-être des gens n'ont pas fait, que moi je me suis procuré de mon côté, et moi j'ai adoré tous les jeux que j'ai pu avoir. Celui-là, en fait, je l'ai pris d'occasion durant peut-être le mois de septembre, octobre, voilà, je l'ai payé autour de 199 francs ou 149 francs après chez nos amis de Jussieu. Mais c'est un jeu, voilà, que j'ai apprécié, sans plus, parce qu'au final, même quand tu mets le niveau le plus difficile tout seul, bon, tu peux le terminer facilement en un crédit, hein, y a pas de problème. Les ennemis viennent s'empaler sur toi, t'as juste à taper au bon moment quand ils arrivent, ils t'attaquent pas. Pratiquement pas. Comparé à Bare Knuckle 3 et Street of Rage 2 qui étaient là au même moment en pâle, il y a quand même un monde d'écart au niveau du gameplay, de la difficulté. Cela dit, voilà, ça reste une exclusivité pour la Super Famicom. Et nous, on était entre potes, on y a joué ensemble. C'est-à-dire que parfois, on se passait la manette pour faire les niveaux, etc. Et durant cet été, voilà, 93, il y a également un très bon jeu de foot qui arrive. Peut-être c'est pas celui auquel vous pensez, attention. Alors, le jeu est déjà sorti sur la Super Famicom depuis un an. Ça reste un très bon titre, je trouve, de Taito en arcade. Un jeu avec lequel j'ai passé des grands moments sur les bornes, voilà, dans pendant les vacances. Et durant d'ailleurs l'été 94, je jouais encore à ce Hat Trick Hero sur des bornes d'arcade du côté de Bordeaux. Pour ceux qui connaissent la région, souvent dans les campings vous aviez les mêmes bornes qui traînaient avec Wrestlefest, du Tecmo World Cup, du Hat Trick Hero, et puis d'autres jeux. Il y avait également peut-être un ou deux jeux SNK, mais sincèrement les jeux de combat, moi je mettais pas d'argent là-dedans. Je préférais tout ce qui était football, et les jeux qui étaient avec des coups spéciaux qu'il fallait apprendre très rapidement, alors que tu mettais 5 francs pour jouer. Moi j'avais pas le temps, et voilà, il fallait des règles simples pour pouvoir jouer le plus longtemps possible. Et puis voilà, Hat Trick Hero. C'est un jeu que voilà, nous on a adoré entre potes. Voilà, on voit sur la jaquette un footballeur italien, il y a un brésilien, un allemand, un argentin, il y a des japonais, des hollandais. Il y a très très peu d'équipes, mais ça reste les États-Unis, et ça reste un jeu d'arcade où au final on s'amuse, on prend plaisir à jouer à travers un jeu vraiment vraiment d'arcade. L'arbitre, voilà, il se prend des tacles, il y a des frappes surpuissantes, le gardien il fait ce qu'il peut. Le stade de foot est bien représenté, je trouve, façon stade olympique italien, voilà, comme à l'époque le San Paolo de Naples. On a, je trouve, voilà, des trucs vraiment très très sympas pour jouer à deux. Et je crois que même sur la borne d'arcade on peut faire un 2 contre 2, encore je suis pas sûr, mais il y avait la possibilité déjà de jouer à 1 contre 1 très très facilement. Mais sur la version Super Famicom, c'est un jeu qui est peut-être parmi les meilleurs jeux de foot sur console édité, parce que tout simplement tu t'amuses, c'est le principal. Là c'est un jeu d'arcade assumé, on n'est pas sur un FIFA qui se veut être une représentation de ce qu'est le vrai football. Là, c'est du fun. Je pense que c'est un jeu qui aurait pu atterrir à un moment donné sur la Neo Geo si Taito avait contribué à faire des jeux sur la Neo.
Ce que je regrette, c'est qu'en effet, peut-être on n'a pas eu de vraie suite à ce Hat-Trick Hero 1. Le 2 est vraiment nul, nul, nul. Très mauvais, une autre programmation. Et on y joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est un jeu que je vais réchanger, reprendre plusieurs fois d'occasion jusqu'à 97, peut-être 2 fois. Mais ça reste vraiment un titre exceptionnel hein, pour la console. Qui nous rappelle des bons souvenirs avant qu'on ait ces fameux ISS Deluxe et puis autres Winning Eleven sur la PS1. Le ISS 64 restera un jeu très très marquant de la console, mais sur Super Famicom, ce Hat-Trick Hero et ISS Deluxe, hein, bien sûr, sont vraiment des jeux excellents. Alors de mon côté, moi j'avais essayé quand même des jeux comme Dino Dini sur la Mega Drive, qui est un plagiat de Kick-Off en mieux, on va dire. Et j'avais également Sensible Soccer sur Atari ST. Le Hat-Trick Hero, graphiquement, c'était quand même voilà, autre chose. Voilà un très très bon jeu de catch américain, ce fameux Royal Rumble sur Super Nintendo. Alors, ça c'est un titre que j'avais adoré parce que tout simplement tu peux jouer à plusieurs. Là c'est LGN encore une fois qui produit le jeu, mais attention, voilà, on a quand même une réalisation qui est supérieure, un emballage graphique qui est vraiment exceptionnel. On a également voilà, les musiques de tous les catcheurs. A noter que sur la version de Genesis et la version Super NES, il y a des catcheurs en plus et en moins. Dont Hulk Hogan. Ça c'est un jeu vraiment qui est resté dans ma collection pendant je crois 7 ou 8 ans à l'époque et je l'ai même je me souviens l'avoir eu en version pâle, de l'avoir vendu pour acheter la version Super Famicom qui est toujours là-haut dans ma collecte et qui est mon jeu d'origine que j'ai gardé. Je vous avais dit j'avais gardé 5 ou 6 jeux en fait de ma collection de 93. Et bien il fait partie de ces 5 ou 6 jeux, dont le fameux Donkey Kong 1, 2, et puis également voilà, d'autres titres hein, qu'on va voir par la suite. Cela dit, voilà, Royal Rumble, il vous permet quand même de faire des matchs très intéressants, assez réalistes. On peut aller dans les cordes, on peut également utiliser pas mal de coups à l'extérieur du ring avec les chaises. Comment dire, la représentation du ring à l'écran est assez bien foutue. Il y a les détails de l'année justement 92-93 à l'image, avec le ring qui correspond à ce qu'on voyait à la télé à cette époque-là. On a des grands catcheurs hein, comme Lex Luger euh, dans la version également Genesis, Mister Perfect qui est là. Et on n'a pas Hulk Hogan par contre, hein, voilà, qui termine en juillet 93 sa carrière à la WF, qui va ensuite à la WCW. Mais voilà, ils ont quand même représenté les catcheurs d'époque dans les habits plutôt marquants par rapport à leurs habits qu'ils portaient durant les matchs d'époque. Aussi, on a Shawn Michaels, Tatanka. Il y a également les commentateurs au bord du ring qui sont là en train de s'agiter. Au niveau des spectateurs, il y a encore des spectateurs qui portent le t-shirt d'Hulk Hogan. Bon, c'est pas bien grave, on va dire. Hein. Mais le public est animé, il n'est pas fixe. Il y a des grandes améliorations par rapport déjà à WrestleMania, Super Famicom, Super Nintendo, comme vous voulez. La vitesse, les détails, l'action qui est beaucoup plus intense également, il y a plus de coups, il y a des jauges pour permettre aux catcheurs comme un finishing d'utiliser leur prise finale au moment où l'adversaire est faible au niveau des capacités, ce qui n'était pas trop évident par moment dans WrestleMania. Ici quand même on a un très très bon jeu et on y revient souvent. Faire des Royal Rumble, il y a 10 niveaux de difficulté hein, pour les matchs. Sincèrement, on mettait à 10 directement, même si, voilà, à un moment donné, peut-être que ça va être difficile pour vous. Il va falloir taper sur la manette, comme dans un track and field, hein, pour projeter les adversaires, et puis faire des coups de la corde à linge et autres prises de soumission, etc. Ils ont tous les catcheurs, leur finish
pour terminer l'adversaire. On peut faire également un tournoi pour obtenir la ceinture, des matchs par équipe, et puis également voilà, le Royal Rumble, et ça c'est à l'époque tout simplement le meilleur jeu de catch qui soit jamais sorti hein, sur console. Tous les autres jeux de catch sortis sur la NES à l'époque sont vraiment très limités. On les voit également sur Game Boy. Là, en effet, pour console 16 bits, on a enfin quelque chose de cohérent. Et on a vraiment l'impression d'assister à une retransmission télévisée au niveau de la perspective du ring. Et voilà, ça c'est un jeu qui coûtait pas forcément très cher au niveau de l'occasion. C'est encore un jeu que je prends d'occasion. Et encore une fois, acheté chez Amilo Pro. Voilà. Alors là, chef-d'œuvre tout simplement, le chef-d'œuvre de Lucas avec JVC qui s'associe pour faire ce jeu-là. On a un jeu qui est vraiment exceptionnel ce titre-là. Le Super Star Wars sur la Super Nintendo. Alors moi je vous conseille plus de faire ce titre-là, comment dire, en version 60 Hz hein, pour la rapidité au niveau du gameplay. Cela dit, voilà, ça reste quand même un jeu qui est assez difficile. Il y a des mots de passe bien sûr hein, pour pouvoir faire l'action pas de façon répétitive et de se taper tout le jeu d'une traite, parce que quand vous mettez en mode difficile, le jeu il est en mode Jedi, le jeu est vraiment pas facile. Cela dit, on prend plus de plaisir en jouant en mode normal, et vraiment c'est l'adaptation parfaite de Star Wars en jeu vidéo, là où à une époque sur l'Atari et puis les ordinateurs Amstrad etc, on avait cette version arcade de Star Wars qu'avec les combats avec les TIE Fighters dans l'espace contre l'étoile noire en 3D, et puis on a eu par la suite les versions sur la NES, dont cette version Famicom. Il y a une autre version qui est sortie chez nous en version PAL sur la NES, mais là c'est la version de Namco, qui est la vraie version, on va dire, hein, adaptée du film. Et puis, donc sur la Super Nintendo, on nous adapte cette version-là, on va dire, de la meilleure manière qui soit. Ils feront pareil pour leur pure contre-attaque par la suite. Entre une version Game Boy et une version NES qui va être upscalée graphiquement et d'un point de vue programmation pour la Super Nintendo. Alors voilà, c'est quand même un titre qui a marqué les gens pour exploiter les qualités de la Super Nintendo, comment dire, à travers l'histoire. Dans les magazines, quand même, tout de même, à l'époque, il est noté de façon très large. On omet de mentionner cette difficulté progressive, croissante, qui est assez rebutante hein, pour les jeunes joueurs. Ça c'est un jeu pareil qui m'a servi d'échange pendant 2-3 fois, je l'ai repris, je l'ai racheté, etc. Je me souviens de ce jeu être revenu début de l'automne 93 de Paris, après le lycée, revenir en fait avec ce jeu que j'avais récupéré sur Paris. Encore une fois, voilà, je pense que c'était au même magasin, il n'y a pas de... pas de secret maintenant, vous avez compris que j'étais fan de Amilo Pro. J'ai allé chez Ultima, mais Ultima n'avait pas forcément en fait les jeux que moi je voulais. Alors je sais qu'après en 94, j'ai commencé à aller dans d'autres boutiques aussi également du côté de certaines boutiques voisines hein, sur le boulevard Voltaire, qui proposaient des prix sympas. Mais ce Star Wars, moi je l'ai toujours acheté en boîte. Il y a même une époque... je crois qu'il y avait un poster à l'intérieur. Alors j'ai jamais retrouvé cette édition avec le poster. Moi la mienne, je vais regarder, hein, mais j'ai déjà la notice. Hein, c'est le jeu original. J'ai déjà la notice et c'est déjà bien. Sachant que par exemple beaucoup plus tard. Hein, mais on est en, je crois que c'est décembre 94, quelque chose comme ça.
il y a c'est 94, ouais, c'est ça, décembre 94, il y a le Retour du Jedi qui sort en fait sur Super Nintendo, et j'avais acheté la version neuve que j'avais eu pour Noël, c'était mon cadeau, j'avais demandé ça, et donc là j'avais le poster, j'avais le jeu complet. Cela dit, voilà, pour revenir sur ce Super Star Wars, je l'ai vu chez aucun de mes potes, personne ne l'avait. Et la plupart des gens, en fait, c'est assez étrange, en fait, n'avaient pas acheté une Super Nintendo pour jouer à du Star Wars, ils voulaient jouer à du Mario Bros. Après, vous me direz, c'est étrange, c'est pas forcément si étrange que ça, parce que quand le jeu arrive en 92, en fait, c'est pas qu'on l'attend pas, mais les gens ont déjà acheté la Super NES pour d'autres jeux, quoi, en fait. Et celui-ci, en fait, quand il est disponible pour les gamers, bah, c'est une bonne surprise, mais ça reste tout de même un jeu pour les fans de Star Wars, ni plus ni moins. Il y a des phases en Land Speeder, voilà, qui utilisent le mode 7, avec Mos Eisley en fond d'écran. Il y a le Soundcrawler en fond d'écran dans la première étape de Land Speeder. Le jeu est très très long, hein. Le jeu est extrêmement long, hein, pour les gamers d'époque. On a toutes les phases du film dans l'ordre, avec les décors, les personnages habillés de façon similaire à ceux du film au bon moment. Alors là, voilà, Luke il défonce tout le monde, hein. Il a son sabre laser, il défonce les Jawa, les animaux, enfin, il tape sur tout ce qui arrive. Il n'y a pas trop d'éthique à ce niveau-là. Les monstres sont énormissimes aussi, par contre, hein. Il y a la musique de la cantina qui est extrêmement bien refaite avec les petits personnages en fond, hein, les petits monstres qu'on voit dans le film. C'est-à-dire que là, regardez, on est quand même à la moitié du jeu, pratiquement, on est seulement à la cantina. C'est pour vous dire à quel point le jeu est extrêmement long. Hein, ils ont fait quand même des raccourcis dans le scénario avec des phases qu'ils ont allongées et agrandies. On peut jouer également d'autres personnages comme Han Solo. Je crois qu'on peut jouer Chewbacca aussi à un moment donné, hein. Et ça en fait, ça c'est un titre, bah, qui restera dans l'histoire du jeu vidéo. Parce que voilà, Chewbacca il est là. On est déjà regardé dans l'étoile noire. Et Chewbacca se baisse pour éviter les TIE Fighters qui passent au-dessus de lui ou en dessous de lui. Donc ça c'est assez amusant en fait, parce que c'est quelque chose qu'ils ont inventé dans le jeu qui n'est pas dans le film original. Alors bien sûr, ils ont pris des libertés avec le scénario, mais au niveau de la trame par rapport au film, ils ont représenté chaque stage par rapport à une étape du film dans la façon continue dont se déroule l'histoire. Et ça, c'est pas mal, voilà. Après, ça reste quand même une promotion pour les jouets, pour les produits dérivés. On a un boss qui ressemble également à celui de Robocop, hein, le fameux robot de Robocop ennemi. Et voilà, par exemple ici, on est allé pratiquement également à la fin du jeu, à 15-20 minutes près. On doit aller secourir Leia, la princesse, qui est voilà, enfermée. Et ça reste quand même pratiquement à une demi-heure du début du film, hein. À peu près, je sais plus combien de temps, mais ça reste au début du film. Et puis on est forcément déjà pratiquement à la fin du jeu. Voilà, avec les TIE Fighters au-dessus de l'étoile noire qu'on retrouvera dans Rogue Squadron beaucoup plus tard. Et le mode 7 là est vraiment exceptionnel. Et plus on avance dans le jeu, plus on se rend compte qu'en fait ils ont mis en valeur les capacités de la console, musicalement, gameplay, fluidité, mode 7. Et puis bien sûr respect, on va dire, pas forcément du film, mais de l'univers Star Wars. Donc le jeu est une franche réussite. Et le jeu, dans mes souvenirs, revient pas mal d'occasions, parce que malheureusement, une fois que tu l'as terminé, il y a plein de gens qui n'y rejouent jamais. Et je peux comprendre, parce que le jeu est
assez redondant, répétitif, assez difficile. C'est-à-dire que si vous avez une bonne dextérité, en effet, vous pouvez avancer facilement. Maintenant, si vous mettez la difficulté au maximum et que vous jouez, on va dire, pour la première fois ou la seconde fois au jeu, il y a des enfants qui vont pas avoir forcément envie de continuer l'aventure plus que ça. On verra voilà, dans les autres versions du jeu qu'on aura la possibilité de jouer par exemple avec Leia dans l'Empire contre-attaque, dans le Retour du Jedi, pardon, avec des habits différents. Et puis le Retour du Jedi, ça sera quand même un jeu, faut savoir, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'a pas été terminé avant la sortie sur la console, c'est-à-dire qu'au niveau de la date limite de production, eh bien, le jeu manquait quelques détails au niveau du village des Ewoks et le jeu a été balancé comme ça. Alors vous verrez, si vous rejouez au Retour du Jedi sur la Super NES, le stage de fin avec le Faucon millénaire n'est pas terminé, il est complètement bâclé. Ça se ressent, vous verrez ça. Et ce sont les programmeurs hein, qui ont dévoilé ces petites histoires de anecdotes au niveau de la programmation dans les années 90 hein, pour ce titre-là. Et puis voilà, vous avez ce fameux niveau en mode 7 qui reste très très impressionnant. Et là par contre c'est toujours mieux. Alors vous avez les sensations où le vaisseau parfois rebondit, redescend, une sensation de lévitation du vaisseau qui est vraiment très très bien retranscrite à la manette. Mais si vous connaissez voilà, les productions Star Wars de l'époque, elles sont très très inégales. Il y a des niveaux extrêmement bien faits, d'autres qui sont vraiment très très légers. Et voilà ce que je disais, c'est que ce niveau-là, par contre, parmi d'autres, avec ce défilement qu'on continue jusqu'au moment où vous recevez l'ordre de rentrer dans la tranchée avec le vaisseau pour aller détruire l'étoile noire, hein, en ayant détruit assez de vaisseaux et assez de tours, bien le défilement de l'écran est assez répétitif et là par contre c'est mieux d'y jouer en 50 Hz. Alors faut dire que par rapport aux autres versions qu'il y aura plus tard avec l'Empire contre-attaque, qui reste pour moi la meilleure version des trois Star Wars hein, sur la Super Famicom, hein, sans hésiter. Vous verrez que les phases en vaisseau sont meilleures sur l'Empire contre-attaque, dont la bataille de Hoth par exemple. Alors l'Empire contre-attaque Super Famicom, moi de mon côté, hein, c'est un jeu que je vais également avoir, mais beaucoup plus tard au niveau de cette année 93, je crois que je dois l'avoir en début 94 ou quelque chose comme ça, je sais plus trop exactement la date, mais voilà, ça fait pas partie de mes premiers jeux, on va dire quand même. Là, je vois assez large déjà par rapport à ce que je vous ai pris comme jeu, là, par rapport à la première partie de ma vidéo. Là, sur la seconde partie, voilà, j'ai pris quand même des jeux qui, vous allez voir, m'ont marqué, mais j'aurais pu aller encore plus loin au niveau des achats pour terminer l'année. Voilà. Alors, on passe à un autre titre. Alors durant cette année 93, il y a un autre jeu également qui va sortir sur la Super Nintendo, c'est Flashback, mais ce Flashback, on va pas en parler parce que moi j'ai la version Mega Drive et je ne joue pas en fait à la version Super NES que je prendrai peut-être durant l'année fin 94, début 95, je sais pas, histoire de voir les différences, mais en général moi je prenais pas déjà premièrement les mêmes jeux sur deux consoles différentes. Sachant qu'à cette époque-là, j'ai la Mega Drive et la Super NES, comme vous le savez, par rapport à la partie 1 et ce que je vous disais. Mais je ne prends pas le même jeu sur deux consoles. Aucun intérêt, surtout à l'époque, hein, que ça soit pour le Mickey Mania qui arrivera en 94, le livre de la jungle, etc. Sauf, en effet, il y a un titre voilà, qu'on verra... qu'on verra pas dans la vidéo non plus, hein, c'est le Aladdin. Le Aladdin, je le prendrai, je crois, au mois de avril, mai 94, beaucoup plus tard, parce que je prends de l'occasion et je le prendrai en version US, hein, voilà, comme celui-là, voilà. Je le prendrai en version US parce que c'est un jeu différent. Et Aladdin, c'est un jeu que je termine en un jour pareil. Tu perds une fois, tu recommences, tu termines le jeu, c'est fini. Hein. Le jeu il dure. Je crois qu'en speedrun, à un moment donné, je le finissais en moins d'une demi-heure. Il est assez catastrophique au niveau de la durée de vie.
Cela dit, ça reste un jeu musicalement et graphiquement assez réussi, hein, voilà. Donc voilà, il y a des très bons jeux voilà, qui arrivent sur les deux consoles, parfois c'est les versions similaires. Là, on est sur le cas de Alien 3. Alors Alien 3 sur Mega Drive, c'est un très très bon jeu, action, plateforme, où vous devez sauver en effet les gens qui ont été pris par les aliens, où il y a justement l'œuf qui est en train de grandir et vous devez essayer de les sauver. L'œuf dans leur corps, voilà. Mais bon, si vous avez vu le film Alien 3, il n'y a qu'un alien, il n'y a pas autant de prisonniers dans les, dans les prisons de la planète. Bon, le jeu a été plus ou moins adapté de Aliens mélangé à Alien 3, donc il y a une tonne d'aliens, il y a également une tonne de gens qui sont capturés à droite à gauche, il y a des ascenseurs, il y a des descentes, il y a des montées, on peut aller également à l'extérieur au niveau de, de l'extérieur de la prison, voilà, se balader pour aller détruire également des aliens, il y a une tonne d'armes, lance-flammes, lance-roquettes, lance-grenades, enfin il y a plein d'armes différentes. La version Mega Drive est très très bonne et c'est comme pour Aladdin, c'est un jeu différent. C'est-à-dire que sur Mega Drive, ils ont fait une adaptation de ce qui a été fait sur également la Master System, le Commodore 64. Il y a également l'Amiga qui doit l'avoir. Il y a la NES qui a cette même version-là. Il y a pratiquement une tonne de consoles qui a la même version que la version Mega Drive. Et sur Super Nintendo, on a LJN qui nous fait ils nous font un chef-d'œuvre. Alors je sais pas en fait qu'est-ce qui s'est passé chez LJN à l'époque en 93. Il y a eu un remaniement d'effectifs, je ne sais pas. Alors peut-être que LJN est seulement le distributeur et Probe Software, comme vous avez vu à l'écran, c'est les créateurs hein, du titre. Et on est sur un mode aventure, action, qui est vraiment très 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 bon. C'est reste un des meilleurs jeux aujourd'hui. Alors si vous voulez en fait un esprit Metroidvania dans Alien, sur les jeux sur console et ordi, c'est Alien 3 sur Super Nintendo. C'est clairement ce qu'on appelle aujourd'hui un Metroidvania. C'est-à-dire que, par exemple, des jeux sortis sur Mega Drive il n'y a pas longtemps, Life on Earth, Life on Mars, et tous ces jeux qui arrivent sur Switch, Alien 3, les gars. Alors je dis pas, attention, hein, je dis pas que c'est un Castlevania, je dis pas que c'est un Metroid, mais le mix des deux, mélangé avec une autre phase où il y a peut-être un peu plus d'action, et encore, sincèrement, en Metroid, il y a beaucoup d'action. Il y a des phases de recherche, il y a des missions. Alors là, bien sûr, il y a le côté mission qui rentre en compte. Mais on est clairement voilà, dans un Metroidvania. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pensé à cette histoire-là. Sachant que déjà, le genre Metroidvania a été galvaudé avec le temps à travers l'histoire. Musicalement, c'est tout simplement impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire comme ambiance dans le jeu. Graphiquement, premier plan, second plan, et puis les aliens qui arrivent, il y a même des effets de brume durant certains niveaux. Il y a des effets également de transparence qui sont faits à travers également les pièces de l'infirmerie où on voit les aliens à travers certains endroits. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui a été fait dans le titre, c'est quelque chose qui est unique sur Super Nintendo avec Metroid, avec peut-être, je sais pas, ouais peut-être, mais je le compare pas à Castlevania 4, pas du tout, je le compare pas du tout à Castlevania 4 parce que ça n'a aucun rapport. À Castlevania 4 c'est plus un jeu vraiment de plateforme, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de choses comme ça, mais le côté recherche de Metroid et l'intelligence du level design, du gameplay, de la production et tout, c'est un très très grand jeu. C'est un des meilleurs jeux de la Super Nintendo. Moi, ce jeu-là, quand je l'ai terminé, je voulais encore qu'il y ait d'autres niveaux qui arrivent derrière. Ça me l'a fait également avec Zombies Ate My Neighbors quand je l'ai terminé. J'étais extrêmement déçu parce que
je me suis dit mince, voilà, ça se termine là, il n'y a plus d'autres niveaux, et puis à un moment donné, c'est vrai que ça se ressemble pas mal. Mais il y a Lost Viking également que j'aurai, qui va être un de mes jeux préférés sur la console. Et encore une fois, quand tu termines ce titre-là, bah, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai fait toutes les énigmes, bon, est-ce que je vais y rejouer? Bah en fait, non, tu n'y rejoues plus jamais. Parce que tu as quand même passé peut-être des journées à jouer au jeu. Je me souviens encore du moment où bah, j'avais eu Lost Viking 2 et j'avais été un peu déçu parce que le 1 était beaucoup plus sympa et plus intéressant au niveau de l'histoire. Le 2 en fait c'est juste une excuse pour terminer les niveaux. Mais si on revient sur ce Alien 3, bah, s'il y a des points faibles, ça peut être le nombre d'aliens à l'écran en effet. On peut régler la difficulté. On peut également regarder bah, au point de vue animation ce qui se passe à l'écran. Hein, le personnage de Ripley est extrêmement bien animé. Les détails et la décomposition des mouvements est vraiment très très réaliste. Alors le personnage paraît un peu rigide quand on le voit, mais il se déplace extrêmement bien. Cela dit, voilà, ça reste quand même un jeu de recherche, donc vous pouvez vous perdre à travers les niveaux, revenir, repartir. Il faut vraiment calculer ce que vous faites. La Super Nintendo, au niveau des éclairages, on n'a pas beaucoup parlé, hein, mais il y a des jeux comme Donkey Kong Country et comme Alien 3, où l'effet de lumière, même Mario World, hein, est bien retranscrit à l'écran avec le centre de l'écran qui est éclairé, hein, comme si vous étiez avec une lampe torche en train d'avancer, et tous les alentours bah, sont sombres. Et on peut voir également des stages avec la pluie à l'extérieur qui tombe voilà, sur la planète. Il y a également des petits mini-boss qui sont assez imposants. Et puis, bien sûr, la fin du jeu est vraiment épique au niveau intensité. On doit, voilà, pas forcément tout le temps détruire les œufs pour avancer, mais le but principal des missions, c'est souvent d'aller sauver voilà, les gens qui sont en danger. Ça fait partie voilà, de mon top 10 de la Super Nintendo de tous les temps, ça c'est sûr et certain. J'ai passé des grands moments à jouer à ce jeu-là après avoir fini voilà, des jeux d'action sur lesquels tu restes sur ta faim, hein, parfois sur l'autre console Mega Drive. Et pour moi, d'avoir la Super NES, ça me permettait de jouer à ce genre de jeu-là. Parce que sur Mega Drive, bah, chercher un Metroidvania, bah, il n'y en a pas. C'est là que c'est compliqué en fait. Voilà, vous voyez ici, par exemple, cet effet de brume qui est vraiment topissime hein, pour la Super Nintendo. Voilà, je vous le mets en grand, regardez. Extrêmement bien fait, ces effets de transparence. Il y a d'autres effets vraiment sympas. Alors les musiques, il y en a 4 ou 5 qui reviennent, mais elles sont assez longues, qui vous donnent un peu l'intensité du niveau dans lequel vous devez agir. C'est-à-dire parfois c'est calme, parfois c'est extrêmement intense. Et il y a vraiment des différences en fait de rythme qu'il faut prendre lorsque vous rentrez dans une mission. Les missions se passent voilà comme dans Flashback où vous arrivez sur l'ordinateur de bord, voilà, et puis vous sélectionnez votre mission. Parfois, dans certains stages, il y a plusieurs missions différentes. Et puis vous avez, comme je vous l'ai dit, hein, cet éclairage en temps réel au niveau de l'image qui est très très bien foutu. Et à ma connaissance, bon, peut-être Quackshot hein, sur Mega Drive le fait. J'ai pas connaissance en fait de grands jeux qui le font sur la Mega Drive. Il y a peut-être également hein, le Alien 3 Mega Drive qui le fait par certains endroits, mais je pense que c'est pas du même niveau de réalisation que sur la Super Nintendo. Donc voilà, ça c'est un jeu, encore une fois, que j'achète d'occasion. Alors je sais plus où je l'achète celui-là par contre. Ça peut être Jussieu, ça peut être Score Games. Encore une fois, c'est de l'occasion. Je crois que j'avais payé autour de 249 francs. Alors, vous voyez, il y a la version également européenne qui vous permet d'avoir toutes les langues à l'intérieur.
au niveau de la boîte. Et vous avez la version Super Famicom qui est en 60 Hz. Et la version US, je possède la version US également, j'ai les trois versions. Cela dit, la version Super Famicom, je l'ai pas en boîte parce qu'elle coûte excessivement cher, pardon, comme vous le savez. Mais quand moi je suis fan d'une licence, j'aime bien avoir les trois versions sorties sur la console. Alors je fais ça pour 10-15 jeux, je fais pas ça pour tous les jeux, vous avez compris le délire. Voilà, on va passer à un autre titre. Alors voilà, NBA Jam. Alors il y a beaucoup de gens qui à l'époque le veulent tout de suite parce que le titre en arcade, c'est un must. Tout le monde y joue en arcade. Même si t'aimes pas le basket, t'as envie d'y jouer parce que la borne, elle est déjà plus forte que les autres dans les salles d'arcade. Et ça, c'était une technique de vente hein, pour les commerciaux qui distribuaient cette borne dans les salles, de mettre le son plus fort parce que t'es attiré tout de suite vers cette borne-là. Et NBA Jam, pour ceux qui ont connu la sortie de ce titre-là, en France, dans les Score Games, les Micromania, 549 francs les gars, ça c'est un prix qui vous marque. Et puis surtout, vous avez le jeu qui est mis sur les établis entre la version Mega Drive et Super NES, et les gens savent pas lequel prendre. Parce que c'est le même problème que sur la Mega Drive, c'est les mêmes jeux, mais vraiment les mêmes. Y a un petit détail, c'est que graphiquement la version Super NES est beaucoup plus lisse, mais elle a moins de détails. Alors que la version Mega Drive a quelques facilités au niveau du gameplay. Cela dit, je trouve que globalement la version Super NES, point de vue sonore, musicalité dans les menus, etc., les voix digites, c'est meilleur. Bon après voilà, ça reste voilà, faut pas chipoter. Je pense qu'après au niveau de certains, moi là je suis pas spécialiste au niveau des vraies différences entre les deux versions, j'ai pas encore étudié le cas. Mais dans mes souvenirs, je vous parle graphiquement. Enfin, dans mes souvenirs, j'ai les deux jeux, hein, j'y joue parfois, mais j'ai pas étudié les différences au niveau, par exemple, de ce que vous pouvez avoir au niveau des cheat codes, parce qu'il y a beaucoup de cheat codes pour avoir des persos différents cachés. À une époque, vous pouvez avoir Bill Clinton également dans certaines versions. Alors, si vous voulez, ça reste un des jeux qu'il faut avoir sur la Super Nintendo. Et ce jeu-là, bah, je l'achète pas neuf, hein, faut pas rêver, hein, 549 francs. Ça, c'est un jeu que j'achète peut-être 2 mois après la sortie ou un mois. J'ai dû le payer encore une fois entre 250 et 300 francs d'occasion. Parce que ce jeu-là, il revient d'occasion, mais il revient pas forcément très très souvent. Les gens le gardent. Moi, j'ai l'anecdote d'un pote il avait acheté sur Mega Drive. Acheté, hein, il a acheté. C'est le fameux pote hein, qui a acheté les Street Fighter et tout. Il achète sur Mega Drive, il revient de Paris. Hein. On y joue et on fait putain, le jeu il est pas très beau et tout. Et on dit tiens, il y a un tel là, il a la version Super NES. On va jouer chez lui à la Super NES. Ça fait ouais, quand même là, graphiquement c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus lisse. Et mon pote, dans le lendemain, il prend son jeu Mega Drive, il retourne à République à Paris, il dit au vendeur qu'on connaissait, vas-y échange-moi le jeu contre la Super NES, je rajoute l'argent, je m'en fous. Et, parce qu'on l'a pas chambré, le jeu était bien, mais il a fait ouais bon c'est pas mal, mais il y a un truc qui va pas, c'est que graphiquement sur Mega Drive, la pixelisation c'était problématique. C'était problématique hein, pour à l'époque l'expérience de gameplay. Bon, après, en tant que fan de NBA Jam, c'est un complément pour, pour les fans de NBA Live également, de Bulls Lakers et tous ces jeux-là. Ça reste un bon jeu, je trouve, même tout seul. Hein, tout seul, il est extrêmement challengeant. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est d'activer dans les options l'option tag, où justement tu prends le contrôle de ton partenaire dans ta propre équipe. Où tu vas diriger les deux persos dans l'équipe. Parce que si tu laisses l'ordi avec toi, parfois, bon, il est un peu couillon. Et tu es obligé, en fait, de lui demander de te faire des passes pour avancer plus rapidement. Et bah, après, bien sûr, l'ordinateur, il est cheaté à mort. C'est-à-dire qu'à un moment, tu gagnes de 20 points au troisième quart-temps. Il va te mettre 25 points au quatrième quart-temps et toi, tu vas en mettre 2. Il est capable de faire ça, il va arrêter tous tes tirs. Toi, quand tu vas tirer, tout va être bloqué ou passer à côté.
Alors qu'au début du match, t'étais tranquille, quoi. Mais bon, après, personnellement, moi j'ai bien aimé ce titre-là. J'ai pas été déçu. Je l'ai gardé très longtemps également pendant. Bah, bah, c'est c'est mon jeu d'époque. C'est mon jeu d'occasion. Alors je sais pas. Je sais pas. Je vous parlais des 5-6 jeux que j'ai gardés d'époque, hein. C'est mon jeu. C'est mon jeu à moi, comme on aime bien dire. Et je sais pas s'il y a une date. Euh, je sais pas s'il y a une date. Je pense pas qu'il y ait une date. Non, il n'y a aucune date, il y a aucun tampon. Alors le jeu, il a pas fait la guerre. Mais je vous l'ai dit, ces jeux-là, tous mes jeux, Donkey Kong et tout, pendant les déménagements, les changements de pièces, tout ça, bah ils finissaient parfois par terre sous le lit ou rangés dans une petite étagère à côté de la console quand c'était l'époque, hein. Vous voyez, le manuel qui est très très bon, hein, par rapport à ce qu'on pouvait faire à l'époque sur Super Nintendo, c'est-à-dire que là quand même, il y a des astuces, il y a les règles différentes et tout. Ils ont fait vraiment ça bien au niveau du manuel, ce qui n'était pas le cas sur d'autres jeux. Et bah, par rapport à Donkey Kong, qui a beaucoup morflé sur mes déménagements, où je prenais pas soin, hein, forcément, hein. L'époque de la Crystal Box et tout ça, bah ça existait pas en 2008, 2007 et avant. C'est pas qu'on s'en fichait, mais j'étais moins soigneux. C'est-à-dire que là, par exemple, avec le temps, ce genre de jeu, ils finissent là-dedans. Et voilà, tous les bords, les tranches. Alors peut-être pas toutes, parce que j'ai peut-être pas tout fait, hein. Si, bah finalement j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Bah ça a été feutré en fait. Ça a été feutré sur les tranches pour cacher les défauts. Le feutrage, les gars, se faisait en 93, hein, comme j'aime bien dire. Déjà sur l'époque Mortal Kombat. Quand Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 2, quand des potes voulaient les rééchanger pour dire que le jeu était en très bon état et bien le vendre des fois de la main à la main au lycée ou quoi, on soignait bien les jeux et tout pour que ça sorte bien. Voilà, donc NBA Jam les gars, c'est mon jeu d'époque, c'est un jeu voilà, que j'ai adoré et que j'ai gardé tout le temps. Il m'a fait passer des très bons étés le soir des fois quand bah, dehors il pleut ou que t'as pas de sortie, et puis que t'as des potes qui passent, ils aiment bien tous ce jeu. Et puis regardez le terrain de basket, il y a un défilement en profondeur avec une perspective. Alors je pense pas que ça soit du mode 7 ou quoi, mais le terrain se déplace également petit à petit avec la perspective sur le côté façon zoom, et c'est extrêmement bien foutu. Le terrain est pas plat en fait, il défile légèrement en fait. Et il y a des petits effets comme ça qui ne sont pas en fait sur Mega Drive aussi bien foutus, voire pas du tout fait. Donc, et les reflets sur le parquet, ça c'est un truc, voilà, la Mega Drive les gars. Ouais. Alors voilà un autre petit jeu, Star Wing. Et celui-là, il fait partie de ma collecte également quand il arrive. Alors, je l'achète pas non plus encore une fois à la sortie. C'est un jeu que je vais acheter, je crois, 4-5 mois. 4-5 mois après sa sortie. Parce que tout simplement, quand il sort, il est assez cher le jeu, hein. Il est autour de 400 francs, un truc comme ça, 450, 400 francs. Bah, un peu moins cher que les jeux d'époque, mais il est quand même cher. Et j'attends 4 mois environ, je crois. 3 mois et demi, 4 mois. Et à la Fnac, un jour, voilà, je passe dans les rayons, je regarde un peu la Fnac de Créteil-Soleil, pour ceux qui connaissent. Je regarde un peu les jeux qu'il y a en vente. Il y a beaucoup de jeux classiques, genre Super Mario World. Je sais plus lesquels, il y en a d'autres, hein. Voilà, les classiques Super Nintendo. Magical Chase. J'essaye de me souvenir un peu. Street Fighter 2, le premier, je crois. Il y a Star Wing, 200 francs. 199 francs. Mario Kart aussi, voilà. Mario Kart, il y avait. Et tous ces jeux-là, en fait, chez la Fnac, on est autour de
moi je dirais avril 94, ou peut-être été 94, peut-être, voilà. Les jeux sont déjà sortis, voilà, ça fait un petit moment. Donc encore une fois, c'est un jeu. Moi, j'ai pratiquement pas eu de jeu en fait Day One à la semaine de sortie. Sauf un titre, voilà, dont je vous ai pas parlé, ou peut-être j'en parlerai plus tard. Mais c'est l'Empire contre-attaque sur Super Famicom que j'ai en fait dans le mois de sortie au Japon. Je l'ai chez Score Games à Jussieu. Et voilà, c'est un jeu que j'avais pas mal casqué pour l'avoir. Mais c'était un jeu exceptionnel, magnifique, vraiment. Donc voilà, c'est un peu plus tard, ça, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le Star Wing, grande surprise. Grande surprise. Parce que au final, ce titre-là, bah, encore une fois, j'ai aucun pote qui l'a. Aucun pote qui l'achète. Voilà, je vous mets la boîte de derrière. Après, vous connaissez. Hein. J'ai aucun pote qui l'a. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu tourner, mis à part à Micro Kids, parce que ça m'intéressait pas. Moi, j'étais pas du genre à aller dans les supermarchés, là, en 93 ou 94, quand t'as 16 ou 17 ans, aller voir les machins tourner, je m'en fichais, quoi. Je passais devant vite fait, je regardais pas plus longtemps que ça. Donc, j'avais aucun pote qui l'avait. J'ai senti dans mes potes un peu de mépris pour ce jeu-là, en fait. Parce que c'est pas qu'ils comprenaient pas le titre, mais en fait, quand t'as 15 ou 16 ans, en fait, bah, y a des gens qui voient. Bah, je vous dis la vérité, tout bêtement, il y a des gens, ils voient des peluches, en fait, sur la boîte. Et ça, c'est pas une connerie que je vous raconte. Hein. Ils voient des peluches, en fait, sur la boîte. Et ils se disent, ça, c'est un jeu pour les enfants, des vaisseaux qui tirent sur d'autres vaisseaux, la 3D, elle est bizarre et tout. Ça doit être pas terrible et tout. Et en fait, au lycée, on n'en parle même pas, tout ça. Il y a peut-être que les gens qui, en effet, ont acheté la console avec ça, avec ce jeu-là, ou le jeu, voilà. Mais à l'époque, si vous voulez, on est plus quand même dans tout ce qui est voilà, Street Fighter, NBA Jam, ou on est plus intéressé pour ça en fait. Et je vous parle de ça dans les 6 premiers mois après la sortie de Star Wing. Hein. Il n'y a pas une grosse hype. Hein. Dans ma bande de potes. Hein. Alors attention, peut-être que les enfants qui avaient 12 ou 13 ans ou 14 ans étaient vachement intéressés par Star Wing. Nous, à l'âge de 16-17 ans, moi c'est tout simple, hein, je vous le dis. Hein. J'étais le premier dans mes potes à l'avoir et je l'ai acheté 4 mois après la sortie à la Fnac. Je l'ai acheté en neuf, ok. Et j'étais extrêmement content. Je me suis dit, tiens, pour 200 francs. Attends, pour 200 francs, en fait, j'ai un super jeu, quoi. Le jeu, il est vachement bien. Et je l'ai montré à tous les potes chez qui j'allais, qui avaient une Super NES. J'ai amené le jeu pour leur montrer à quel point il était bien. Et je vous mens pas, tous mes potes, après que je leur ai montré, ils sont allés l'acheter. Ils sont allés acheter le jeu, en fait. Et comme quoi, c'est assez bizarre, en fait, parce que on était peut-être 7 ou 8 à se connaître. En plus de la centaine de personnes du lycée voilà, que tu vois tous les jours avec qui tu parles pas de jeu et d'autres qui parlent de jeu mais sans plus, voilà. Sachant que la Super NES à l'époque, hein, quand t'as 16 ou 17 ans, la Super NES c'est quand même pour les enfants. Donc des fois t'oses pas trop en parler, mais ça, les gens de ma génération ils le savent, c'est que des gens n'étaient pas très bien vus, on va dire. Donc le fait de dire que tu jouais à des jeux de sport sur la Super NES, bah ça passait un peu mieux. Ou des courses de voiture. Donc le fait que tu disais que tu jouais à des jeux de sport, ça passait mieux. Et à partir de là, en fait, bah, tout ce qui était avec une ambiance assez enfantine, bah ça passait moins bien. Et bizarrement, quand c'était Mario, bah Mario en fait, c'était une excuse parce que c'était tellement un très grand jeu du jeu vidéo, un très grand personnage que dire que t'achetais le dernier Mario, que ça soit un Mario Kart ou un Mario Party ou quoi, à l'époque ça passait mieux. C'est un peu l'ambiance qu'il y avait. Hein. Cela dit, même Donkey Kong quand il est sorti, alors là, il y a une hype énorme. Matraquage publicitaire, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, le jeu revient de casse très très vite. Très très vite. Les gens sont curieux en fait. Ils veulent y jouer, ils sont très très curieux.
Une fois qu'ils l'ont terminé et essayé, ils le revendent tout de suite. Ils le collectionnent pas, ils le gardent pas. Pour ma part, moi je l'ai gardé, je me souviens, parce que entre frères et sœurs, bah, moi je partageais, hein, mes consoles, je les laissais jouer et tout, donc même quand j'étais pas là et tout, ils jouaient. Donc la Super NES, si vous voulez, le Donkey Kong, en fait, il a servi à tout le monde, hein. Moi, si de mon côté, j'avais dû le garder après la période où je l'ai terminé, bon, je l'aurais échangé à un moment donné, plus rapidement que prévu. Euh, mais bon, ça reste voilà, un très bon souvenir. Mais dans notre génération, il y avait toujours ce problème de hype entre potes. Et si en effet il y en avait un qui parfois disait que le jeu était pas si génial que ça, personne l'achetait ou quoi. Donc c'est possible qu'en effet, voilà, en plus des gens qui n'avaient pas eu ce Star Wing, pouvaient dire du mal du jeu sans y avoir joué, hein. Donc ça restait compliqué pour. Mais ça reste un très bon jeu, et la puce FX, elle a été extrêmement bien utilisée. Et puis la version 50 Hz est extrêmement bien foutue, je trouve, hein, par rapport à d'autres jeux qui sont sortis après, comme Stone Trace, hein, voilà. Donc voilà, après c'était juste une petite anecdote autour de l'achat de Star Wing, hein, vous le connaissez le jeu. Alors voilà, le dernier jeu, voilà, que je vais vous présenter, c'est Street Fighter 2 Turbo. Alors ça, c'est un jeu, voilà, que j'avais pu avoir à Noël 93, hein, si mes souvenirs ne me jouent pas des tours, par rapport à la date de sortie. Et bah, ça reste un des titres, voilà, que je voulais, tout simplement parce que moi j'ai pas eu le Street Fighter 2 en fait sur la console. Et le turbo, par rapport à ce qu'il apportait au niveau de du gameplay, de l'animation, de la rapidité d'exécution, moi j'aimais bien justement que le jeu aille plus vite. Et j'avais joué à Street Fighter 2 bien sûr sur la Super NES chez des potes qui avaient tous la console PAL. Donc moi j'ai jamais été hypé en fait par ce Street Fighter 2 sur la Super Nintendo. J'ai préféré y jouer chez des potes qui avaient une Super Famicom ou. Mais bon, sincèrement, j'en ai pas connu énormément. J'en ai connu qu'un qui m'a vendu du coup sa Super NES US. Mais quand il avait le Street Fighter 2, le premier, j'ai pas eu le temps d'y jouer. Il avait déjà revendu pour acheter d'autres titres par la suite après. Euh, les jeux partaient très vite, hein, d'occasion, hein. Au bout de 3 mois, 4 mois, boum, t'échangeais, et puis au final, la collection, elle se faisait absolument pas. Parce que moi, ce que j'ai bien aimé dans ce Street Fighter 2 Turbo, c'est premièrement le gameplay. Parce que le gameplay est vraiment intense, beaucoup d'action, et t'as une possibilité d'enchaîner les combos avec la manette que tu pouvais pas faire sur le Street Fighter 2 premier du nom, sur la console, sur la version 50 Hz qui était beaucoup trop lente. Ça m'horripilait de jouer à 2 à l'heure, en fait, j'en pouvais plus. Et on a pu peaufiner les personnages, on a pu apprécier les musiques, on a pu apprécier les décors. Là. Ils ont refait les couleurs au niveau des stages. Il y a un peu plus d'animation, je trouve, au niveau des personnages. Le framerate est vraiment parfait. Euh, à cette époque-là, il y a le Street Fighter 2 Prime également qui arrive sur la Mega Drive. Et on voit toute la différence avec justement la Mega Drive qui fait quelque chose de très bien. Mais il y a un problème au niveau du gameplay, comme vous le savez, avec la manette. Les voix digites sont horribles. On dirait que Ryu il a attrapé une bronchite. Et puis les enchaînements, tu peux pas les faire, tout simplement, sur Mega Drive. Donc je me souviens encore de jeux Mega Drive vendus à Carrefour ou ailleurs qui partaient pas. Parce qu'au final, il y avait pas forcément déjà beaucoup de gens qui avaient gardé, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez le revérifier ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient gardé la Mega Drive et la Super Nintendo. Ils avaient revendu parfois leur Mega Drive, voire la plupart du temps, pour acheter une Super NES. Tu pouvais pas te permettre d'avoir deux consoles et d'acheter des jeux sur deux consoles comme ça toute l'année. C'était impossible. Cela dit, voilà, moi je trouve que l'année 93 c'est une des meilleures années au niveau du gaming.
tu sais plus où donner de la tête, parce qu'il y a des très bons jeux partout, sur les deux consoles. 93, les gars, pour ceux qui ont connu 93, c'était une année de folie au niveau des sorties. Les jeux de qualité qui arrivaient, c'est... T'as du Aladdin sur Mega Drive, t'as également des gros titres sur Super Nintendo qui sont là. C'est une période où les consoles en fait performent au niveau maximal de leur capacité sur 16 bits. Ça s'est jamais vu. Alors on aura des petites surprises par la suite hein, qui arriveront en 94-95. Mais déjà, on est sur la courbe descendante hein, par rapport aux réalisations qui vont arriver. L'année d'après, on aura ce fameux Super Street Fighter 2 avec une version améliorée encore une fois du Street Fighter 2 avec d'autres personnages, etc. Mais le Turbo, en fait, moi, c'est le seul jeu que je vais avoir sur la licence Street Fighter sur Super Nintendo. C'est-à-dire que moi, j'ai un pote l'année d'après, en 94, il a le Super Street Fighter. Moi je l'achète pas, hein. Je l'achète pas. Je préfère m'occuper de Mortal Kombat 2. Ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Cette licence. Le Street Fighter 2 Turbo me convient parfaitement et je me souviens le garder. C'est un jeu en fait que je vais revendre, je crois, autour de peut-être 97. C'est peut-être en 97 que je le revends et encore je sais pas dans quel contexte je le revends en fait. J'ai dû. Mais c'est un jeu que j'ai gardé longtemps, peut-être pas aussi longtemps que les autres. Ensuite voilà, quand vous avez, je crois que ce qui m'a fait revendre en fait ce Street Fighter 2 Turbo, c'est la sortie de Street Fighter 02 sur la PS1. Je crois que c'est ça en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à revendre en fait des jeux de ma collecte jusqu'à 98 et 2002-2003. Où en 2003, en effet, j'ai toujours ma Super Nintendo, mais il me reste plus que 5 ou 6 jeux. Alors que j'en avais peut-être 10 en 98 ou 12 ou 13. Hein. Sincèrement, c'est extrêmement compliqué de se souvenir de tout ça. C'est, encore une fois, ce Street Fighter 2 Turbo, c'est un des meilleurs jeux de la console. Il est moi je pense qu'on peut le mettre dans le top 10 facile. Il y en a qui diront on peut le mettre dans le top 15. Moi je pense qu'il est dans le top 10, voilà. Peut-être pas dans le top 10 de tout le monde, mais moi je mets Alien 3 dans mon top 10. Il est peut-être pas dans votre top 10 à vous par exemple, parce que vous aimez pas le genre Metroidvania ou des choses comme ça. Mais faut pas oublier que si vous êtes à cette époque-là en 93-94, le top 10 se fait en référence des jeux sortis avant, pas des jeux après. Donc faut voir aussi cette ambiance-là, voilà. Donc voilà, écoutez, voilà, c'était un peu des anecdotes d'achat autour de différents titres hein, que j'ai eu au début de cette console-là. Bah écoutez, hein, je vous dis à bientôt, hein, salut à tous, et puis portez-vous bien, ciao.